Entre le noyau et l'atome, il y a 10 puissance 5 d'écart en termes de taille. Pour comprendre la taille du noyau par rapport à la taille d'un atome, on plante une tête d'épingle de 1 mm au centre d'un stade de foot. Et donc nous avons le stade de foot qui correspond à la taille de l'atome et la tête d'épingle qui correspond donc à la taille du noyau. Donc le noyau est vraiment un petit grain de matière qui porte quasiment toute la masse de l'atome, dans lequel il y a donc des protons et des neutrons. Au sein de ce noyau, nous avons des forces de cohésion. C'est l'interaction forte. L'interaction forte, c'est une force qui existe entre protons, entre neutrons et entre neutrons et protons. C'est une force qui agit à courte distance. C'est pour ça que le noyau est une goutte de matière, une toute petite goutte de matière, et elle ne peut pas s'étendre à l'infini puisque l'interaction forte a une portée qui est très très courte. Par contre, à l'œuvre dans le noyau, il y a donc des forces de répulsion qui vont jouer contre sa stabilité. Ce sont les forces de répulsion électrostatiques entre les protons. Donc les forces de répulsion électrostatique vont avoir tendance à faire sauter l'édifice, déstabiliser l'édifice. Toutes les combinaisons ne vont pas être stables. Donc il existe des noyaux stables et des noyaux instables, et ces noyaux instables vont se désintégrer, se décomposer, se transformer, et c'est ça qu'on appelle donc la radioactivité. Ici, nous avons donc ce noyau de sodium 23, nous avons des nucléons liés par interaction forte. Et là, nous avons des nucléons qui sont libres, ils ne sont plus en interaction. Alors on peut les compter. Ici, nous avons 11 protons, et là, nous avons 12 neutrons. On peut déjà dire que dans ce noyau, on a 23 nucléons. Et ce nombre est appelé le nombre de masse. Ça, c'est le nombre de masse, qui correspond donc au nombre de nucléons. Pour obtenir donc des nucléons libres, avec un S c'est mieux, pour obtenir des nucléons libres, il faut fournir de l'énergie. Il faut fournir 8,1 MeV, donc c'est des méga-électronvolts, c'est une unité utilisée par les physiciens des particules. Il faut fournir de l'énergie pour séparer les nucléons, pour les décoller les uns des autres, et en même temps, si on arrive à partir de nucléons libres à former donc un noyau, on récupère cette même énergie. Plus il faut dépenser d'énergie pour essayer de casser ce noyau, de libérer les nucléons les uns des autres, plus ce noyau est stable. Alors revenons à la composition de ce noyau de sodium 23. Donc nous avons parmi ces 23 nucléons, nous avons 11 protons. Donc on a Z égale 11 et ça c'est le nombre de charges. En chimie, on parle de numéro atomique. Et les neutrons ici, ils sont 12 et en fait N c'est A moins Z, c'est-à-dire le nombre total de nucléons moins le nombre de protons. Et ici, donc, c'est égal à 12. X étant le symbole de l'élément donné par le Z, c'est-à-dire par le nombre de protons. Ici, pourquoi c'est du sodium ? Parce qu'on a 11 protons. Ce noyau-là se symbolise par Na, 11, qui est le numéro atomique du sodium. Et là, je rajoute en haut 23, qui est le nombre de masse, et donc ici A. Voilà, ça c'est le cas le plus général. Le nombre de masse en haut à gauche, le nombre de charges ou le numéro atomique en bas à gauche, et ici c'est le symbole de l'élément qui est donné par le Z. Nous avons ici la courbe d'Aston. On trace en fait le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau, donc en abscisse. Et puis en ordonnée, c'est l'énergie qu'il faut, alors au signe près, c'est l'énergie qu'il faut pour déconstruire le noyau et écarter les nucléons les uns des autres. Ça nous permet d'avoir une image des noyaux les plus stables. Donc les noyaux les plus stables, ici par exemple le fer 56 est un des noyaux les plus stables qui existent. Par contre, les autres sont des noyaux moins stables. Par exemple, il est possible de prendre de l'hydrogène 2 et de l'hydrogène 3 et de former un noyau plus stable, d'hélium 4. Et donc en fait, ici, on fait ce qu'on appelle de la fusion. Alors c'est ce qui se passe dans les étoiles. L'énergie que dissipent les étoiles dans l'univers, eh bien en fait sont issues de la fusion nucléaire, la fusion entre les hydrogènes 1 pour former de l'hélium dans un premier temps. Par contre là, de ce côté-là, vous voyez que la courbe remonte un petit peu et que l'uranium 235 est un peu moins stable que le fond du puits, on pourrait dire. Donc ici, ça veut dire qu'on peut prendre des noyaux d'uranium 235, les casser en deux et former des noyaux plus petits mais plus stables. Et du coup, on en retire de l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fission. C'est la fission nucléaire. C'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Sous l'action de neutrons, on casse le noyau pour former deux fragments plus petits, mais plus stables. Et du coup, on en retire de l'énergie. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires, mais c'est aussi ce qui se passe dans les bombes atomiques pour les applications militaires. Nous avons déjà parlé d'isotopie sans vraiment donner le nom. Je vous ai parlé d'hydrogène 2, d'hydrogène 3 tout à l'heure. Donc là, nous avons les trois isotopes principaux de l'hydrogène.
Donc là, c'est un noyau qui n'a pas de neutrons. Donc en fait, c'est de l'hydrogène parce qu'il a un proton. Et en termes de nucléons, il en a un. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'hydrogène 1. C'est l'isotope 1 de l'hydrogène. Ensuite, ici, nous avons un noyau qui a un proton. Donc il s'agit bien aussi d'hydrogène. Donc hydrogène 1. Mais il y a en tout deux nucléons. Donc c'est l'hydrogène 2. L'hydrogène 2, on l'appelle aussi le deutérium. C'est l'autre façon, c'est un synonyme d'hydrogène 2. Et là, nous avons deux neutrons et un proton. Donc il s'agit d'hydrogène. Mais c'est l'hydrogène 3, puisque j'ai 3 nucléons dans le noyau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tritium. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du deutérium et du tritium. C'est ce qu'on cherche à utiliser comme combustible dans le projet ITER, qui cherche à copier les étoiles, et donc à faire fusionner le deutérium et le tritium pour fabriquer de l'hélium 4. Donc Z égale 6, quand on regarde dans la classification périodique, il s'agit du carbone. Là aussi, j'ai Z égale 6, donc c'est aussi du carbone. Sauf que là, j'ai 6 neutrons, donc en tout, j'ai 12 nucléons. Donc c'est du carbone 12. Et là, on va parler de carbone 14. Donc le carbone 14, il est radioactif. Radioactif, sa demi-vie nous permet de dater des fragments organiques, par exemple. Donc ici, nous avons Z égale 92. Quand on regarde dans la classification, il s'agit d'uranium. Ici, nous avons 143 neutrons, 92 protons. Donc en tout, ça fait 235. Donc ça, c'est l'uranium 235 qui est radioactif, avec une très longue demi-vie. Et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est fissile, c'est-à-dire qu'il est possible, avec un neutron, de le casser en deux et de récupérer de l'énergie. L'uranium 238, lui, est beaucoup plus abondant dans la nature. Il est aussi radioactif. Il est radioactif, mais il est dit fertile. On verra plus loin pourquoi fertile. Il n'est pas fissile, mais il est dit fertile. Alors juste une petite parenthèse, dans la nature, l'uranium 235, il est une très faible abondance, inférieure à 1%, 0,7%. Et le reste est quasiment composé d'uranium 238. Alors, enrichir l'uranium, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire l'enrichir en isotope 235. Pour les applications civiles, c'est-à-dire pour les centrales nucléaires, on doit enrichir entre 3 et 5% pour pouvoir utiliser l'uranium dans les centrales nucléaires. Pour les applications militaires, il faut que ce soit une abondance en uranium 235 supérieure à 85%. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser une certaine technologie pour avoir des échantillons d'uranium qui sont en abondance en uranium 235 supérieure à 85%. Alors ici, nous avons le diagramme NZ qui est très pratique. Le diagramme NZ consiste à assigner dans un plan, à assigner des cases et de pouvoir mettre dans chaque case un noyau. Et donc on trace N en fonction de Z. C'est-à-dire que ça c'est le nombre de neutrons, donc le nombre de neutrons, en fonction du nombre de protons. Et ainsi, nous pouvons placer sur ce diagramme, sur ce plan, tous les noyaux qui existent. Ici, vous avez un code. Donc ça, ce sont des noyaux qui sont radioactifs, ils sont instables. C'est une certaine radioactivité, on y viendra plus tard. Ici aussi, nous avons des noyaux qui sont instables, mais ils existent, mais ils sont instables. Et là, nous avons des noyaux qui sont stables et qui ne sont pas radioactifs. Ici, ça veut dire que c'est un noyau à un proton. Là, ce sont des noyaux, tous les noyaux à 2 protons, tous les noyaux à 3 protons, etc., etc. Ici, par exemple, jusqu'à 8, mais ça continue évidemment plus loin. On verra le diagramme complet. Ici, ce sont des noyaux à 0 neutrons, à 1 neutron, à 2 neutrons, etc., etc. Alors évidemment, puisque en bas, c'est gradué en Z, ça veut dire qu'ici, nous allons nous retrouver avec les éléments sur des colonnes. Donc ici, une colonne correspond à un élément. Première remarque. Deuxième remarque, on va retrouver par exemple en diagonale descendante tous les noyaux qui ont le même nombre de masses. Donc ici, par exemple, c'est A égale 8. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? On peut remarquer qu'il y a une diagonale un peu particulière, donc la diagonale montante, voilà, cette diagonale-là, qui correspond à N égale Z, et bien qui va regrouper tous les noyaux qui sont stables. Alors c'est valable jusqu'à Z égale 20 et ensuite ça va s'écarter, on va le voir tout à l'heure. Là, ça veut dire que c'est un noyau à 1 proton, 1 neutron, 2 protons, 2 neutrons, 3 protons, 3 neutrons. Ici, celui-là est instable. 5 et 5, 6 et 6, 7 et 7, 8 et 8. D'accord? Et puis, on va aller jusqu'à 20. Et ensuite, cette zone de stabilité ici va s'écarter de la bisectrice. Je ne sais pas si vous êtes posé cette question, mais il est intéressant de se demander mais comment et où ces noyaux ont-ils été fabriqués? Tous ces noyaux qui existent, qu'on trouve dans la nature, ils ont été fabriqués où en fait? Puisque
ce qui est intéressant, c'est que le Big Bang, en fait, il n'a créé que des choses très simples. Il a créé de l'hydrogène et de l'hélium. C'est tout. Et donc la matière primordiale qui a été laissée par le Big Bang, c'est ça. Et en fait, les noyaux que nous trouvons dans la nature, plus lourds que l'hélium, en fait, ils ont été fabriqués dans les étoiles. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre que l'univers se refroidisse et qu'il y ait une reconcentration, une recondensation de matière jusqu'à former des étoiles. Et ce sont ces étoiles qui ont en fait fabriquer ces noyaux. Alors si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est de lire le livre d'Hubert Reeves, Poussière d'étoiles. Et puis si vous êtes pressé, mais si ça vous intéresse quand même, vous pouvez regarder cette vidéo qui dure 2 minutes et qui explique très bien comment les différents noyaux ont été fabriqués dans les étoiles. Donc au départ, ce qui se passe dans le Soleil actuellement, c'est l'hydrogène 1 fusionne pour donner de l'hélium 4. Et puis ensuite, il y a des réactions qui vont se poursuivre jusqu'à fabriquer du carbone, de l'oxygène, etc. Et donc finalement, tous les atomes qui nous composent. Donc c'est pour ça que le titre de Hubert Reeves, c'est poussière d'étoiles. En gros, ça veut dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes composés d'atomes dont les noyaux ont été fabriqués dans les étoiles. Le noyau de carbone, le noyau d'azote, le noyau d'oxygène ont été fabriqués dans les étoiles. Donc à un moment donné, la matière qui nous constitue est forcément passée dans une étoile. Sur cette idée-là qui est basé le livre d'Hubert Reeves, Poussière d'étoiles, que je vous conseille de lire. Qu'est-ce que nous voyons sur ce diagramme NZ? Nous voyons ici une zone qui est une zone de stabilité, ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Donc c'est dans cette zone-là que nous allons retrouver tous les noyaux qui sont stables. Donc vous voyez au départ, jusqu'à peu près z égale 20, cette zone suit la bissectrice, la courbe z égale n, et puis on s'en écarte petit à petit. Première chose ici, donc ça c'est la vallée, ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Cette vallée de la stabilité, en fait, elle s'écarte de la bissectrice parce que plus un noyau est gros, plus il est nécessaire d'y ajouter des neutrons. Au début, il suffit de mettre un proton et un neutron pour arriver à lutter contre les forces de répulsion des protons. Et puis au fur et à mesure, quand il y a trop de protons, eh bien, les forces de répulsion entre eux sont trop importantes. Donc il faut les écarter en fait. Et pour les écarter, il faut rajouter des neutrons de plus en plus. Mais à un moment donné, elle s'arrête. Nous avons toute une zone ici où il n'y a aucun noyau qui est stable. On va donner une allure un petit peu de cette carte. Il s'agit d'une carte des noyaux qui existent. Donc toute cette zone-là, on peut dire que ce sont des noyaux qui ont trop de quoi? Ils ont trop de neutrons, puisqu'elles sont au-dessus, et là, en ordonnée, ces neutrons, ils ont trop de neutrons. L'instabilité vient du fait qu'il y a trop de neutrons. Donc en fait, on va voir que les neutrons vont tenter de devenir des protons. Dans chaque noyau, en fait, il y a un neutron qui va devenir un proton. On va voir ce processus. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle la radioactivité β-. Ici, toute cette zone-là, voilà, à peu près l'allure ici, c'est, on va l'appeler juste trop de quoi? Trop de protons. Trop de protons. Et en fait, c'est une radioactivité de type β+. Les protons dans le noyau vont chercher à devenir des neutrons. Il y a un mécanisme, un processus qui le permet. Et puis, nous avons une zone, alors qui s'étend au-dessus ici, mais bon, je vais là, en gros, on va dire que c'est ça, cette zone-là. Voilà, cette zone-là, ça, c'est des noyaux qui sont trop gros en fait, tout simplement. Ils sont trop gros, il y a trop de protons, trop de neutrons. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la radioactivité alpha. Et donc là, il va y avoir expulsion de protons et de neutrons sous forme d'hélium 4. Nous allons maintenant détailler les différents types de radioactivité. Mais avant cela, les lois de conservation de sodique. Donc ici, nous avons le noyau père, et puis l'un des deux est le noyau fils. Les lois de conservation sont très simples. Les nucléons sont conservés, c'est-à-dire que le nombre total de nucléons est conservé. Donc c'est-à-dire que si on part de A nucléons dans le noyau père, on doit avoir A1 plus A2 qui est égal à A. Et puis, qu'est-ce qui se conserve en bas? C'est le nombre de charges qui se conserve. C'est-à-dire que si Z doit se retrouver dans Z1 plus Z2. Ce ne sont pas les protons qui se conservent, attention, c'est les charges qui se conservent. La radioactivité alpha, on a dit que c'était donc l'expulsion d'un noyau d'hélium 4. Le symbole, c'est He4.2. On va appliquer les lois de Soddy, c'est-à-dire que 222 nucléons doivent se retrouver ici dans les fragments. Et donc là, on en a 4 déjà, donc ça fait 4 de moins ici, donc ça fait 218. Et là, j'en ai 2, 86, donc là, ça fait 84, de manière à ce que 84 plus 2, ça fasse 86. Bon, très simple. Donc maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que c'est que cette entité? J'ai 84, donc je cherche ici. Il s'agit du polonium dans le tableau périodique. Là, j'ai un rayonnement
qui est un rayonnement gamma. Alors pourquoi j'ai un rayonnement gamma? Le noyau, il va avoir besoin de se réorganiser, de se restabiliser une fois qu'il a évacué 2 protons et 2 neutrons. Donc tout d'abord, il est dans un état excité, et puis, alors on va l'écrire juste en dessous ici. Donc dans un état excité, c'est-à-dire avec un surplus d'énergie, ça c'est le noyau dans son état fondamental, et puis je vais avoir un rayonnement gamma. Donc ça c'est du rayonnement de très faible longueur d'onde, donc très pénétrant. Il est capable de traverser les murs, les rayons les plus dangereux, parce que ce sont eux qui traversent très facilement la matière, de par leur très courte longueur d'onde, qui est inférieure à la taille des atomes. Ils traversent la matière comme si c'était du vide. Donc maintenant, revenons à notre radioactivité alpha. Comment on l'écrit, cette radioactivité alpha, dans le cas général? Si le noyau pair s'écrit X à Z, qu'est-ce qu'on obtient ici en noyau fils? Bon, de toute façon, la radioactivité alpha, c'est l'émission d'une particule, ce qu'on appelle une particule alpha. Ça, il faut le noter. C'est ce qu'on appelle une particule alpha. Là, je vais avoir A-4 et là, je vais avoir Z-2. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 2 protons en moins et en tout, j'ai 4 nucléons en moins. Donc, ça veut dire que j'ai 2 neutrons en moins. Donc, en réalité, la particule qui se forme, le nouveau noyau qui se forme, c'est un noyau de symbole Y qui correspondra à la case Z-2. Alors, sur un diagramme NZ, qu'est-ce que ça donne? J'ai le noyau pair qui est situé, qui est situé ici. Et maintenant, où je vais retrouver le noyau fils? On a dit que le noyau pair perdait 2 neutrons, donc 1, 2, il descend de 2 cases, et il perd aussi 2 protons. Donc on décale vers la gauche de 2 cases. Donc en fait, ici, je vais retrouver le noyau fils à cet endroit. Voilà ici ce qui se passe sur un diagramme NZ par radioactivité alpha. Donc la zone de radioactivité alpha, donc là c'est un zoom sur le... Ici, voilà, on a la zone de radioactivité alpha. Donc imaginons ce noyau-là, ici. Eh bien, par radioactivité alpha, il va descendre et se rapprocher de la vallée de stabilité. C'est-à-dire que le noyau fils, il sera toujours plus près de la vallée de la stabilité que le noyau pair. Celui-ci va se retrouver dans une zone qui est la zone bêta+, mais on verra que la zone bêta+, ici, va aussi avoir tendance à se rapprocher de la vallée de la stabilité. Donc en gros, une radioactivité alpha rapproche le noyau fils de la vallée de la stabilité. La radioactivité bêta- consiste à émettre un électron. Là, j'ai un exemple, le plomb 214 qui émet un électron. Et vous voyez ici que le nombre de charges est négatif. Donc moins 1 parce que l'électron porte une charge élémentaire moins E. Donc moins une charge élémentaire. Et ce n'est pas un nucléon. Donc ici, j'ai 0. Il n'a pas de nucléon, donc 0. Donc l'électron en physique nucléaire s'écrit E-1, 0. Donc nombre de charges moins 1 et c'est pas un nucléon, donc 0. Alors maintenant, on va appliquer les lois de Soddy. Donc ici, on a 214. Et là, en fait, on passe à 83, puisque 82 égale 83 moins 1, conservation de la charge. Alors maintenant, je vais chercher dans la classification qu'est-ce qui correspond à Z égale 83. C'est le bismuth. Le noyau pair forme en noyau fils un noyau de bismuth 214. Alors maintenant, il se passe quoi vraiment dans le noyau? Ça, c'est au niveau global. Mais dans le noyau, il se passe quoi? On passe de 82 à 83. Donc, ça veut dire qu'il y a un proton supplémentaire. Et on reste à 214, ça veut dire que le nombre de nucléons est inchangé. Donc en fait, finalement, il se passe quoi? J'ai un neutron qui devient un proton. Ce processus est possible si il y a un électron qui est produit. Maintenant, en termes global, si le noyau pair s'écrit X à Z, qu'est-ce que ça va donner? En fait, ici, je vais, par radioactivité bêta-, on va avoir un électron, et puis du coup, donc ça va faire A qui va rester le même, et puis on va passer à Z plus 1, et ça, c'est le symbole, ça sera Y, et ça, c'est le noyau fils. J'ai le même nombre de nucléons, mais j'ai un proton supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un neutron qui est devenu un proton. Alors, voyons voir ce que ça donne sur le diagramme NZ. Un neutron de perdu, un proton de gagné. Donc un neutron de perdu, paf, je descends. Un proton de gagné, clac, je me décale vers la droite. Donc en fait, le fils ici va se retrouver juste dans la diagonale descendante vers la droite, ici par radioactivité bêta-. Où sont les noyaux radioactifs bêta-? Eh bien, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus de la vallée de la stabilité. Donc, que se passe-t-il pour eux quand ils descendent comme ça? En fait, ils se rapprochent donc de la vallée de la stabilité. Le fait de descendre selon la diagonale les rapproche. Donc, le noyau fils sera toujours plus proche de la vallée de la stabilité.
que le noyau pair. Voilà pour la radioactivité β-. Alors la radioactivité β+ est similaire. Au lieu que ce soit un électron qui soit émis, c'est un positon. Alors un positon, c'est l'antiparticule de l'électron qui est souvent noté E+, comme l'électron est noté E-. Exactement les mêmes caractéristiques, sauf que c'est une charge positive. On a une charge qui est plus 1 et c'est toujours pas un nucléon, donc c'est 0. Qu'est-ce que ça donne dans l'exemple du radon 211? On garde le nombre de masses, on écrit donc ici 85 de manière à ce que 85 plus 1 ça fasse 86 et on va chercher quel est l'élément qui correspond à Z égale 85, c'est la state, ça c'est le noyau fils et le noyau pair c'est le radon. Comme tout à l'heure nous avons dit que c'était un neutron qui devenait un proton. Alors maintenant il se passe quoi? Vous voyez que là j'ai un proton qui a disparu, puisque je passe de 86 à 85, il y a un proton en moins, et j'ai le même nombre de nucléons. C'est un proton qui est devenu un neutron, et puis j'ai une particule E+, qui est émise, donc un positon qui est émis. Donc en termes généraux, si le noyau pair c'est X à Z, ça donne quoi? Donc ici 0 plus 1 E, eh bien ça va donner A, le même, et puis un Z moins 1, Y. Donc en fait, c'est simplement une diminution du nombre de protons avec le nombre de nucléons qui reste le même. Donc qu'est-ce que ça donne sur un diagramme NZ? On a dit qu'on perdait un proton, donc on se décale vers la gauche, et on gagne un neutron, donc on monte. En fait ici, c'est une remontée le long de la diagonale. Ici, j'ai un zoom sur la région β+. Qu'est-ce que je remarque si par exemple ce noyau subit une désintégration? Eh bien en fait on voit qu'il se rapproche de la vallée de la stabilité. Donc c'est-à-dire que le noyau fils est toujours plus près de la zone de stabilité que le noyau pair.